Johnny, extensivement dans plusieurs domaines, donc médecine, histoire, religion. Et un jour, je tombe sur quelque chose qui m'interpelle. Alors, on se trouve à la fin des années 1980 au Muséum d'histoire naturelle de Marseille. Là, un employé trouve dans les réserves un corps complètement desséché qui a l'air de croupir là depuis des lustres. Alors, on a l'impression que c'est le début d'un roman policier ou d'un fait divers. Mais en fait, le cadavre en question, c'est le corps naturalisé d'un lézard géant de 60 cm. Alors 60 cm pour un lézard, c'est assez important. Hein. Et il n'appartient à aucune collection. Donc, bon, il faut savoir où il vient, enfin, savoir d'où il vient, qu'est-ce que c'est exactement, comment il est arrivé là. Donc, l'employé en question, Alain Delcourt, demande à la communauté scientifique internationale de l'aide. Et un jour, deux ethnobiologistes nord-américains finissent par lui répondre. Il s'agit d'un gecko endémique de Nouvelle-Zélande, jamais recensé, et qui s'appelle Karoya Kareo, aujourd'hui disparu. Donc, chemin faisant, enfin, durant l'identification de ce lézard, ils arrivent à le relier à un lézard mythique des légendes maoris, donc le Kawekaweo, qui est marqué d'une malédiction. Donc on dit que celui qui rencontre ce Kawekaweo est destiné à rejoindre ses ancêtres très très rapidement. Donc c'est une malédiction assez conséquente. De plus, donc, les deux scientifiques, Russell et Bauer, déduisent, hein, puisque ce lézard a été trouvé parmi des collections datant d'au moins 150 ans, ils pensent qu'il aurait été ramené de Nouvelle-Zélande par un équipage français lors d'une expédition scientifique du 19e siècle. Donc, je tombe là-dessus et je me dis, mais voilà, j'ai mon projet, il est là. Parce que dans cette affaire, j'ai à la fois le côté scientifique, donc le papier des deux scientifiques donc, qui relate ça, c'est un papier que j'ai lu en faisant ces recherches, et j'ai l'équipage français, donc le lien avec la France, et en plus j'ai le côté mythologique grâce au Kawekaweo qui me permettra de parler des Maoris. Donc voilà, la base de ce projet. Maintenant, avec un projet pareil, il faut aussi broder, c'est-à-dire faire du romanesque. En fait, je voulais écrire un roman. Donc l'idée, c'était pour moi d'écrire un roman dont le personnage principal, Victor. Alors Victor est un professeur allemand et qui va donc être amené à mener cette enquête, un peu comme Talbot l'a fait elle-même. Mais il va le faire, et comme il est à ce moment-là aussi au Vietnam, ce qui permet aussi d'avoir toute une partie sur le Vietnam, eh bien il ne va pas se promener comme souvent le font les policiers, pas du tout, il va rester, si je puis dire, dans son fauteuil, parce qu'il va le faire par Internet. Il va utiliser tout ce que Internet, donc c'est hyper actuel, il va utiliser tout ce qu'Internet lui propose. Donc Victor d'Allemagne reçoit un jour un colis un peu spécial, un colis qui lui arrive un peu d'au-delà, si je puis me permettre, c'est-à-dire de son premier amour est décédé, est mort, et il a un paquet qui apparemment, par un notaire, lui arrive. Dans ce paquet, il y a un objet qui va le mener sur cette enquête. Voilà. Alors, on ne peut pas tout dire, mais dans ces objets, il va y avoir quelque chose qui rappelle le Kawekaweo et qui va permettre à Victor de partir par Internet à la recherche de tous les renseignements que Talbot, elle, avait obtenus de son côté, de visu, là-bas en Nouvelle-Zélande.
Alors, il va le faire aussi parce que quelqu'un à côté de lui va non seulement l'encourager, mais même le pousser. Et c'est un personnage que moi j'aime beaucoup dans le livre, un peu curieux, puisque c'est le fantôme de son premier amour, Lucie, qui va réapparaître, venir à ses côtés et venir un peu le tanner, si je puis me permettre, pour accomplir cette enquête, jusqu'au bout. Alors moi j'ai posé la question à ta femme parce que c'est un spectre, c'est un fantôme, mais un peu spécial, puisqu'on a l'impression qu'elle est réellement de chair, puisqu'elle est fatiguée, elle va se coucher, elle a des cernes, enfin c'est vraiment quelque chose de très présent. Et je lui ai demandé si ça lui venait de sa culture vietnamienne ou de la Nouvelle-Zélande, des Maoris. Et donc en fait oui, c'est vrai qu'il y a dans ce livre cette apparition de Lucie qui vient de mourir récemment. Donc cette idée m'est venue parce que c'est un amour défunt de Victor qui va permettre d'explorer le passé de Victor. Parce qu'en fait, Victor vient de s'installer au Vietnam avec sa femme et auparavant, dans sa jeunesse, 25 ans plus tôt, il avait eu cet amour malheureux en fait avec Lucie, et on va découvrir au fur et à mesure de l'enquête en fait les raisons de la rupture entre les deux. Et Victor aujourd'hui est un homme complètement différent de celui qu'il était avant, et donc c'était une façon d'explorer son passé. Mais Lucie, ce personnage me permet d'ajouter une dimension fantastique à cette enquête qui serait par ailleurs très logique. Et le fantastique, c'est quelque chose qui imprègne la culture asiatique. Et dans les romans policiers sur le mandarin Tan, enfin la série que j'ai sur le XVIIe siècle, eh bien, il y a beaucoup d'intrusion en fait, du monde de l'au-delà, des esprits, parce qu'en Asie, on pense que les morts marchent à nos côtés, en fait. Et donc, dans cette histoire de Cao Cao, Lucie apparaît, mais elle tanne Victor pour qu'il l'aide à résoudre l'énigme, parce qu'au bout de 7 jours, dit-elle, elle doit disparaître. Alors, pourquoi 7 jours? Pourquoi est-ce que j'ai dit qu'il fallait que ce soit résolu au bout de 7 jours? Eh bien, d'abord, parce que cela permet de rythmer en fait, le récit, de mettre une tension pour le suspense, pour les fausses pistes, etc. Donc, vraiment dynamiser le récit. Et d'autre part, il y a dans la culture asiatique bouddhiste, en fait, l'idée que quand quelqu'un meurt, en fait, son âme reste parmi nous pendant 100 jours. Mais évidemment, je ne vais pas faire 100 jours de Lucie parce que ce serait trop, ne serait-ce que pour Victor. Mais 7 jours, c'était bien pour l'enquête. Donc voilà. Alors donc, grâce à Lucie et à Victor, donc nous allons partir et Tanvan va nous emmener dans un grand voyage, non seulement à travers le temps, puisqu'on va repartir en Nouvelle-Zélande avec ce navire, hein, et pour Rochefort, c'est pour ça que je disais qu'il était lié à Rochefort déjà, puisque c'est quand même le passé maritime de Rochefort, et on parle de la Pérouse, enfin l'astrolabe en particulier, et puis à bord il y a même le frère d'un vaisseau, tout ça nous on connaît, et on part à travers sur ce vaisseau, l'astrolabe, et on va parcourir donc ce voyage dans le temps, puisqu'on revient au XIXe siècle, et en même temps dans l'espace, puisqu'on parcourt le Vietnam et Marseille à un moment donné, et puis après donc le voyage de l'astrolabe. Alors Tan Van, dans ce que tu as, elle nous retrace les écrits du Monodville qui commentaient, mais à la fois il y a un mélange de fiction et de réalité. Voilà, parce que en fait, pour écrire un roman pareil, il faut évidemment avoir une solide recherche derrière, et donc j'ai profité de mon séjour à Orlando Cottage à Wellington pour effectuer ces recherches. Donc je me disais déjà, bon, c'est un peu ambitieux quand même, parce que tu vas écrire sur une expédition française, mais en étant
très loin de la BNF par exemple, comment ça va se goupiller tout ça. Mais en réalité, à Wellington, ce qui était bien, c'est que le Randall Cottage est à 10 minutes à pied de la National Library de Nouvelle-Zélande. Donc, on peut y aller très facilement. Et mieux encore, cette bibliothèque a une collection extraordinaire rassemblée par un mécène qui s'appelle Alexander Turnbull, qui a légué tous ses livres sur le Pacifique Sud. Et parmi ces livres, il y a le récit du voyage de l'astrolabe qui m'intéresse. Alors pourquoi déjà l'astrolabe? Parce que vous avez compris que personne ne sait vraiment comment le Kawi-Kaweo est arrivé à Marseille. Alors parmi toutes les expéditions qui pouvaient se dérouler à cette époque, il fallait en choisir une. Mais j'avais des contraintes quand même. Il fallait une expédition dans une certaine période, avec un parcours qui arrive jusqu'en Nouvelle-Zélande. Il fallait qu'à cause de la Nouvelle-Zélande, et que cette expédition revienne à Marseille. Donc voilà, donc l'astrolabe. Et donc dans cette bibliothèque, donc j'ai pu regarder les atlas de zoologie, de botanique, et c'était vraiment quelque chose qui est extraordinaire parce qu'ils ont les ouvrages originaux, enfin, et on peut les consulter de façon très, très facile. Pas à la BNF comme à la BNF où on doit avoir beaucoup d'autorisation et puis attendre longtemps. Et là, on demande, on l'a tout de suite. Et sur le gâteau, on peut prendre des photos. Donc j'ai pris énormément de photos de ces planches et c'était vraiment merveilleux de voir ces oiseaux avec les plumes rutilantes, ces lézards qui se promènent sur la page. Et tout ça, je pouvais le garder sous forme de photos. Mais bon, ça ne suffit pas de regarder les atlas, d'admirer les images. Il faut aussi connaître le parcours de l'astrolabe. Et donc, à un moment donné, il faut se plonger dans le journal du capitaine, donc du Mont Durville. Et là, je me suis dit, ah là là, ça va être dur parce que c'est sur plusieurs années, 1826 à 1829. Donc ça va être ardu, il faut s'armer de courage. Et donc j'ouvre les premières pages, je lis le récit du Mont Durville, et je suis complètement happée par son récit. Il écrit de façon merveilleuse. Il vous entraîne dans le sillage de sa corvette, racontant jour le jour, enfin, les conditions météorologiques, les rencontres qu'il a pu faire avec les naturels, donc les Maoris, c'était ainsi qu'on les appelait à l'époque, les excursions sur la terre ferme qu'il pouvait faire. Voilà. Et donc tout cela, c'était vraiment un réel plaisir de le suivre au jour le jour. Et donc, ce plaisir, elle nous a amené, puisque nous avons les paroles du Mont Durville avec un jeu, donc, et puis, mais c'est quand même un roman, donc ce qui est assez merveilleux, c'est qu'à un moment donné, elle met les personnages donc réels du Mont Durville et certains personnages qui sont des membres de l'équipage, mais en même temps, comme elle a créé des personnages de fiction, de romans, on ne sait plus très bien si c'est la vraie vérité ou si c'est du roman. Donc c'est un petit peu aussi ce qui tient en haleine, d'autant que, comme je vous ai dit, on voyage à toute vitesse à travers le temps, puisqu'on revient au Vietnam avec Victor, et heureusement, elle a mis des dates en haut des chapitres, donc on sait si on est en 2013 ou si on est en 1827. Et on parcourt comme ça, et du Mont Durville souvent donne beaucoup de
de détails. Donc, comme on suit l'enquête, nous aussi, à un moment donné, il y en a tellement des détails qu'on ne sait plus trop qu'est-ce qui va vraiment servir à comprendre l'enquête. Et à ce moment-là, boum, ça s'arrête et on revient en 2013, donc on est tenu en haleine et on est obligé donc de continuer, forcément. Voilà. Alors, dans tous ces personnages, il y en a un particulièrement intéressant, je trouve, c'est que si ce Caro est arrivé à Marseille, il est donc évidemment pas vivant, hein, il est passé entre les mains d'un taxidermiste, métier, personne dont on parle peu, on a une image souvent très déformée de ce métier, et donc, Tanvan. Oui, en fait, moi j'ai été fascinée par le travail des taxidermistes, hein, pour avoir passé de longues après-midi dans les musées, mais c'était avec plaisir parce que je voyais des spécimens ramenés des terres très lointaines, il y a très longtemps, et qui ont l'air de vivre là sur la branche, de courir là entre les rochers. Et tout ça, c'est grâce à l'art du taxidermiste. Donc pour moi, le taxidermiste, c'est quelqu'un qui allie de façon merveilleuse, en fait, l'art et la science, parce que il faut récupérer le spécimen, mais aussi le débarrasser de tous les parasites potentiels. Et pour ce faire, il faut les décontaminer avec ce qu'ils faisaient à l'époque, l'utilisation du savon arsénical. Donc, ils ont des techniques très particulières pour enlever la chair du squelette, le rembourrer, mettre éventuellement des armatures en fer à l'intérieur, et aussi créer les yeux, parce que ce sont les pupilles qui donnent l'éclat de la vie. Et donc, ils utilisent de l'émail, ils fabriquent eux-mêmes les iris, et suivant les espèces, évidemment, on va avoir des iris de couleurs différentes, donc l'émail de couleurs différentes, avec des formes différentes. Et une fois qu'ils ont ça, il faut qu'ils mettent la bête dans une position qui semble vraiment vivante. Donc l'oiseau est prêt à s'envoler, et le rat est en train de déguerpir. Donc on voit les choses. Et c'est où cet aspect de taxidermie, c'est aussi pour moi le potentiel une sorte de potentiel d'immortalisation, c'est-à-dire qu'on ramène à la vie des espèces potentiellement éteintes. Donc c'était aussi cet aspect que je voulais montrer là. Et pour décrire le travail du taxidermiste, évidemment, il a fallu que je me replonge dans l'état de l'art au XIXe siècle, parce que maintenant les techniques ont évolué. Mais là, il fallait se conformer à ce qui se passait à l'époque. Et là aussi, c'était une mine d'informations, parce qu'il y a beaucoup d'ouvrages sur ce sujet. Et comme Victor mène l'enquête de nos jours, lui, il dispose d'autres techniques, donc Internet, mais aussi des sites de recherche qui disposent d'imagerie moderne. En fait, donc on peut faire des recherches sur la taxidermie, sur ce qu'il y a à l'intérieur d'un spécimen, par exemple, avec les rayons X, etc. Donc maintenant, c'est encore autre chose. Et donc la taxidermie, enfin, ces spécimens naturalisés, permettent aussi d'intégrer les techniques anciennes et de faire parler les gens d'aujourd'hui, et en exposant toute la panoplie d'analyses dont on dispose aujourd'hui pour analyser un spécimen. Voilà. Alors, j'ajouterais que ce n'est pas, puisqu'il y a donc les paroles de Marguerite, des marins, etc., et c'est pas du tout un récit, un roman sec, puisque en fait, ce sont de multiples histoires d'amour, puisqu'en même temps, on a Lucie, donc le fantôme parle, on a des lignes d'elle dans sa tête, et elle parle de cet amour qui a demi-mot, explique
dit que ça ne s'est pas bien passé, mais jamais de façon très explicite. Donc on rentre dans la tête de Bina Durville, on a un amour entre une Maori et un matelot, on a l'amour de Victor qui est remarié, etc. Donc c'est un livre plein de sentiments, et en plus on rentre dans le cheminement mental des héros qu'on entend. Voilà. Et puis, oui, je voulais juste... Oui. Enfin, donc, je voulais dire, oui, justement, Dumont d'Urville parle à la première personne parce que les passages que je cite sont verbatim de son journal. Donc, il dit « je », il raconte les expéditions, par exemple, de ses matelots sur la terre ferme, les échanges qu'il a pu avoir avec les naturels. Et donc, tout ce que je retranscrit en italique provenant du Dumont d'Urville, c'est tiré directement de son journal, sauf que, comme dit Marie, il y a eu des ajouts, évidemment, de personnages fictifs. Et donc, ce que j'ai fait, c'est reprendre quasiment texto, 99%, les textes du Dumont d'Urville, avec des noms réels. Donc, par exemple, quand il parle des médecins naturalistes Poix et Guémard, ce sont des personnages réels, et il les a vraiment cités à ce moment-là, ou Pierre-Adolphe Bresson, ce sont des personnages réels, mais il m'arrive à un moment donné de les citer et hop, de mettre parmi ces mots-là le nom du personnage fictif. Donc ça se marie assez bien, et pour que le lecteur sache ce qui est réel et ce qui est inventé, à la fin j'ai mis un appendice pour dire, voilà, je cite mes sources, et voilà les personnages fictifs, voilà comment j'ai fait mes recherches. Donc en réalité, quand Victor mène ses enquêtes, il a fait le même cheminement que moi, c'est-à-dire il va sur Internet, il va consulter des sites spécifiques aux universités, par exemple, pour décortiquer, par exemple, un spécimen naturalisé. Hein, et si je dis il va sur ce site-là, ce site existe, et je mets à la fin le lien vers ce site. Du coup, le lecteur peut lui aussi être happé par cette enquête et lui-même vérifier les informations. Voilà. Donc il y a aussi des cartes qu'on doit, que Victor manipule, parce que en fait le lecteur ne sait peut-être pas forcément le cheminement exact de l'astrolabe. Bon, moi-même j'ai dû regarder les cartes pour suivre l'itinéraire. Donc j'ai fait appel à un site qui montrait une carte topologique de la Nouvelle-Zélande hallucinante, mais on voit tous les détails. Et donc Victor, il fait référence, et donc j'ai mis le site, et donc le lecteur peut aller là et puis suivre lui-même le cheminement. Voilà. Alors, avant de vous laisser la parole, si vous permettez, je vais juste vous lire, je crois que pour aimer la lecture, ça donne envie, donc je vais vous lire juste une page. Janvier 1827. Au point du jour, la côte est un arc pâle tailladant les flots. L'étroite langue de terre en prolongement de Cap Farewell se soulève en un bouillonnement de dunes parsemées d'arbrisseaux. La brise d'ouest ébouriffe les mèches du garçon accoudé au bastingage, tandis qu'il admire la lumière perlée sur le sable. C'est le moment où la nuit se retire du monde qu'il affectionne le plus. Les premiers rayons du soleil, frôlant en oblique le ventre des nuages, caressant les reliefs endormis, révèlent le chemin qu'ils ont parcouru dans l'obscurité. Le paysage métamorphosé, l'air apaisé, une mer moins profonde, tout parle de changement. Labourant les flots, ils avancent vers des lieux qui lui tardent de toucher. C'est pour ce déplacement permanent et ces promesses d'eau nouvelles qu'Alexandre a pris le large. Il revoit son père avec son pauvre pied d'infirme, se traînant de leur maison au muséum, l'œil tourné vers le ciel, comme pour épier un vol d'oiseaux porteur d'histoire d'ailleurs. Enfant, il le tirait par la manche et l'exhortait à aller plus vite, à marcher plus loin, pour découvrir ce que cachait le prochain village. « Doucement, fiston, disait son père, l'empêchant de courir, je n'arrive pas à te suivre. »
Et maintenant, s'étant libéré de la poêle paternelle avec une insolente rudesse, les oreilles pleines du bruit de vagues qui se déchirent, Alexandre boit la beauté du jour en repensant à ce pied beau plus lourd qu'une encre. Donc,